Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. Poursuite à l'hémicycle de l'examen sectoriel des départements ministériels, les ministres de l'économie numérique et celui de la fonction publique étaient devant les députés pour défendre leur budget. Et puis, le ministre de l'Emploi dans le pays fondamental, Albert Camara, prône une gouvernance locale concertée pour rehausser le niveau de l'enseignement technique en Guinée. Enfin, littérature, nous irons à la découverte de Seydou Bokoum, est un écrivain guinéen appartenant à la génération post-indépendance dont le thème principal était le désenchantement. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, ce décret D-2016-354-PRG-SGG portant organisation, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de défense nationale. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Conformément à l'article 47 de la Constitution, il est institué auprès du président de la République un Conseil supérieur de défense nationale, en abrégé CS2N. Article 2. Le Conseil supérieur de la défense nationale est l'organe suprême qui traite de l'orientation stratégique des questions de défense et de sécurité. Article 3. Le Conseil supérieur de défense nationale est présidé par le président de la République. Article 4. Le Conseil supérieur de défense nationale est doté d'un siège et d'une allocation budgétaire inscrite dans la loi des finances de chaque année. Article 5. Le CSDN est composé d'une instance suprême composée comme suit. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le ministre directeur du cabinet du président de la République, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur général de la police, le directeur général de la protection civile, le coordinateur national du renseignement. L'ordre du jour fixé par le président du Conseil détermine toujours la composition des membres à siéger parmi ceux indiqués dans l'article 5 du décret. Par ailleurs, les autres membres du gouvernement peuvent être appelés à siéger au Conseil sur décision du président pour les questions relevant de leur responsabilité. Article 6. Le président du CSDN peut en outre convoquer en raison de sa compétence toute personne pourrait être entendue par le Conseil. Article 7. Le Conseil supérieur de la défense, le Conseil supérieur de défense nationale se réunit en session ordinaire une fois par semestre et en session extraordinaire sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le Conseil supérieur de défense nationale délibère en séance plénière. Ces délibérations sont confidentielles. En cas de nécessité, le Conseil supérieur de défense nationale peut se réunir en session restreinte sur convocation du président de la République dont la composition est fonction de la situation ou de l'événement à examiner. Article 8. Le Conseil supérieur de défense nationale a pour attribution de traiter des questions relatives à la protection de la souveraineté nationale, la protection des personnes et de leurs biens, la protection des ressources nationales, l'emploi des forces de défense en temps de crise, la mobilisation et la réorientation des ressources nationales en temps de crise, la mobilisation et la réorientation des ressources nationales en temps de crise. Article 9. Le Conseil supérieur de défense nationale a qualité de faire prendre en tout temps et en toutes circonstances les mesures qu'il juge nécessaires à la défense de l'intégrité du territoire
et au maintien et au rétablissement de l'ordre public en cas d'atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'indépendance nationale, de péril imminent suite à un trouble grave à l'ordre public et de catastrophes présentant par leur gravité un caractère de calamité publique. Article 10. L'administration du Conseil supérieur de la défense nationale est assurée par un secrétaire général. Le secrétaire général est choisi parmi les généraux, les officiers généraux ou hauts cadres civils ayant une expertise en matière de défense et de sécurité. Le secrétaire général est le rapporteur du Conseil auquel il assiste. Il est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général adjoint, officier supérieur ou haut cadre civil. Le secrétaire général et son adjoint sont nommés par décret. Article 11. Le secrétaire général assiste le président de la République et le gouvernement pour la coordination, la préparation, le suivi et l'exécution des décisions du Conseil incombant au département ministériel. Article 16. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré au publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 novembre 2016, professeur Alpha Condé. Dans l'actualité, à l'hémicycle, suite des plénières ce mardi, les ministres de l'économie numérique et celui de la fonction publique étaient face aux élus du peuple pour défendre leur budget sectoriel 2017, volet dépenses. Les priorités portent sur la poursuite de la modernisation de l'administration et la finalisation du backbone national. On fait le point tout de suite avec Robert Siditono. La plénière de ce mardi a démarré par l'appel nominal suivi de l'ordre du jour conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans sa communication, le ministre de l'économie numérique a évoqué le contenu de la mission de son département avec un accent mis sur des actions à développer en 2017. Nous avons commencé le processus de relance de l'opérateur public des télécommunications et continuer l'équipement de nos écoles, les lycées, les universités, les établissements d'enseignement professionnel, de cybercentres pour permettre à nos élèves, à nos étudiants d'avoir accès aux technologies de l'information et de la communication, d'être confrontés aux enjeux liés au développement de cet écosystème. Les interventions des ministres ont suscité plusieurs interrogations au niveau des honorables députés. Qu'est-ce que la Direction nationale des impôts peut faire pour diminuer les charges fiscales au niveau des opérateurs téléphoniques? Quand elles sont dans la frontière, c'est le seul pays où on est obligé d'avoir 4 téléphones. Vous avez parlé de l'agenda numérique et de la stratégie de développement des TIC. Quelle est la différence entre les deux? Le ministre, dans sa réponse, a apporté d'importants éclaircissements aux préoccupations des élus du peuple. De son côté, le ministre de la fonction publique a également détaillé les actions qui attendent son département en 2017 avec à la clé la promotion de la gouvernance électronique au sein de l'action publique. Nous avons remarqué que par rapport à 2016, le budget de 2017 connaît une certaine diminution de près de 2 milliards et quelques, ce qui est très frappant, et surtout au niveau, n'est-ce pas, de titre 2 lié au personnel. Les prochains travaux en plénière seront consacrés à l'examen des budgets sectoriels alloués aux 3 départements en charge de l'éducation. Et puis cet élément qui vient juste de nous parvenir, un carton vert pour le chef de l'État sur le couronnement du combat mené par professeur Alpha Condé pour le retour de la Guinée sur la liste des pays coopérant avec l'Union européenne. Un combat reconnu à sa juste valeur par les acteurs du secteur halieutique et les autorités de Bruxelles. Ibrahima Keïta du bureau de presse de la présidence. Inscrite en mars 2008 sur la liste des pays tiers non coopérants en matière de lutte contre la pêche illicite non déclarée, il a fallu plus de 8 ans de combat avec l'appui des partenaires bi- et multilatéraux pour que la Guinée sorte de cette liste. Ainsi, le pays a fait face aux défis liés à l'interdiction faite aux navires européens de mener des activités sur les côtes guinéennes, ainsi que l'interdiction d'accès de la Guinée aux produits de pêche européens. Et pour faire face aux conséquences de ces décisions et bien d'autres,
de nouvelles mesures sont prises par l'État. Il s'agit entre autres de l'instauration d'un régime de surveillance par satellite et aérienne, la révision du code de pêche maritime et bien d'autres mesures sont instaurées. Résultat, le pays sort de la liste noire de l'Union européenne pour être déclaré pays conforme. Les réformes de notre système de pêche ainsi engagées ont atteint aujourd'hui un niveau réconfortant qui, je l'espère, inspire la confiance de nos partenaires. En témoigne, Monsieur le Président, votre choix comme champion d'Afrique du NEPAD dans la lutte contre la pêche INN, ce qui fait la fierté de tous les Guinéens. Comme vous le savez, la mise en place d'un système performant n'aurait pas été possible sans le précieux appui de nos partenaires techniques et financiers, que je voudrais vivement remercier et féliciter ici en votre nom, Monsieur le Président, pour l'accompagnement et pour leur détermination à poursuivre ces efforts. C'est justement pour ces efforts que le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a remis au chef de l'État le carton vert et un satisfecit comme symbole de la sortie de la Guinée sur la liste des pays tiers non coopérants en matière de pêche illicite non déclarée et non réglementée. Le chef de la délégation de l'Union européenne, après avoir remercié la Guinée pour les efforts fournis, a lancé un appel à la sous-région. Il serait important que la Guinée partage ses expériences maintenant avec les autres pays de la région qui ont intérêt aussi à mutualiser leurs efforts pour lutter efficacement et durablement contre la pêche INN. La Commission sous-régionale des pêches a un rôle important à jouer dans ce contexte et il serait souhaitable que la Convention sur le suivi, le contrôle et la surveillance validée au niveau technique puisse être formellement adoptée par le ministre de la sous-région afin de créer un cadre de coopération opérationnelle. Fustigeant le comportement de l'administration guinéenne en général, le président de la République, professeur Alpha Condé, malgré les résultats positifs enregistrés par le ministère des Pêches, a invité ce département à redoubler d'efforts car selon lui, le chemin à parcourir est encore long. Je dois commencer d'abord par remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés, que ce soit l'Union européenne et les Nations unies, mais je ne dois pas oublier aussi deux personnes qui nous ont beaucoup accompagnés. C'est l'attaché militaire français qui est rentré et son successeur qui nous ont beaucoup accompagnés pour nous permettre de comprendre un certain nombre de dysfonctionnements. C'est vrai que la levée du carton rouge est un progrès, mais il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la pêche. Dès mon arrivée, nous avons organisé les États généraux de la pêche qui ont fait le tour de l'ensemble des problèmes auxquels était confrontée la pêche guinéenne et les solutions. Malheureusement, ça n'a pas été suivi réellement d'application. Nous avons eu ensuite un atelier pour faire le point. Donc, normalement, le secteur de la pêche guinéenne aurait dû être aujourd'hui beaucoup plus avancé parce que ces séminaires, tout le monde, tous les experts ont participé. Ils sont venus de tous les côtés du monde. Donc, nous avons identifié tous les problèmes qui se posaient au niveau de la pêche. Donc, si le carton rouge est levé, moi, je ne peux pas être satisfait parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Pourquoi les conclusions des États généraux, qui étaient très claires, n'ont pas été appliquées? Pourquoi, lorsqu'on a fait l'atelier pour faire le point de l'application, pourquoi ça n'a pas été appliqué? Le ministère de la Pêche doit être organisé en fonction des objectifs, pas une organisation traditionnelle. C'est pourquoi après la sortie de la liste rouge, nous allons revoir complètement le fonctionnement du ministère de la Pêche, comme beaucoup d'autres ministères. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup d'insuffisance. J'ai fait le tour des partenaires de la coopération, bilatéraux et multilatéraux, pour savoir quelle est la situation. Et je verrai les ministres. Dans beaucoup de secteurs, alors que nous avons besoin de nous développer, dans beaucoup de secteurs, il n'y a pas absorption des capitaux. Comment voulez-vous que les pays nous aident si l'argent qu'ils nous ont donné n'est pas utilisé? Voilà un problème concret. Pourquoi notre taux d'absorption est très faible, 10%, 15%, 20%, un pays qui a tant besoin? Pourquoi il y a de l'argent et les ministères n'arrivent pas à utiliser? J'ai dit au Conseil des ministres jeudi dernier que je vais donner 3 mois à chaque ministère. Tous ces retards doivent être, si ce n'est pas réglé, tout le ministère du ministre ou des gens partent. On ne peut pas avoir de l'argent et que ce n'est pas utilisé. Comment voulez-vous demander de nouveau? Le ministre français était demandé, mais l'AFD m'a dit, bon, monsieur, on veut bien vous accompagner, mais regardez la situation. L'argent qui est là, qui n'est pas utilisé.
Donc, l'administration guinéenne, nous avons fait des progrès. Nous avons fini pour la première fois depuis la Guinée à sortir d'un programme avec le Fonds monétaire. Donc maintenant, avant un autre programme avec le Fonds monétaire, nous devons nous organiser maintenant pour réellement modifier le fonctionnement de l'administration guinéenne. Parce que tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on ne peut pas être performant. Pour qu'on se dise la vérité. Non seulement il y a ça, mais du sabotage. Vous êtes très content qu'on surveille. Mais on avait l'avion, 2 hélices qui surveillaient la mer. Qu'est-ce qu'on a fait? Cet avion était garé à l'aéroport. Comme un avion garé, qui ne voit pas? On a pris le moyen de prendre une chariot pour aller cogner l'avion, tout simplement pour empêcher cet avion de faire le contrôle en mer de la pêche clandestine. Voilà un peu les réalités concrètes que nous vivons. Mais malgré cela, ça ne nous a pas empêché d'avoir un avion à 2 hélices qui peut faire tout le tour. Et je vous ai dit aussi, on ne peut pas cacher. Londres suit tout. Quand un bateau est dans une zone de pêche illicite, les gens de Londres le savent déjà. Même si la Guinée ne signale pas, ils vont nous signaler. Donc, si on peut être satisfait, c'est encore beaucoup à faire. Deuxièmement, on a un autre problème aussi à Conakry, c'est les marieuses qui vendent le poisson. C'est tout le temps. Les gens qui pêchent doivent donner aux marieuses. Alors, comment on est arrivé qu'une société qui appelle les Chinois soit autorisée à vendre du poisson dans le privé? Nous sommes en train de faire des enquêtes. On va sanctionner tous ceux qui ont donné l'autorisation. Parce que nous disons, nous avons dit que la plupart des bateaux qui pêchent sont des bateaux étrangers. Les gens utilisent des Guinéens comme prête-noms. Nous avons dit que désormais, il faut qu'on s'organise pour que les gens qui veulent pêcher dans le moyen aient leur propre bateau et non pas qu'ils fassent la consignation. Parce que la consignation, ça veut dire que les gens de l'argent vont dehors. Et deuxièmement, tous les étrangers qui veulent pêcher ici maintenant, il faut qu'ils aient des installations à terre. On ne va pas venir pêcher et partir. Nous avons dit qu'on leur donne les licences quand ils ont des installations à terre, c'est-à-dire ils font des frigorifiques, des chambres froides à terre. Parce que si on pêche, il faut quand même pouvoir garder le poisson. Donc, toutes ces réformes-là doivent être faites. C'est pourquoi moi, je ne peux pas féliciter le ministère de la Pêche, même s'il y a eu beaucoup de progrès, parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Donc, et comme l'administration est lourde et qu'on n'arrive pas à pousser, on va créer des agences. Comme on vient de créer l'agence pour l'assainissement à Conakry, on va créer les agences, mettre des cadres performants, contractuels, à qui on va payer un très bon salaire, pour qu'au moins les crédits qu'on va avoir soient utilisés. Puisque les ministres bloquent, alors l'administration va être davantage décentralisée. Il y aura beaucoup plus de sociétés d'État à caractère industriel commercial ou à caractère administratif pour que la lourdeur qui bloque soit et que la Guinée puisse enfin aller de l'avant. Parce que nous avons mené beaucoup de combats. Malgré l'Ebola, nous avons réussi à finir avec le Fonds monétaire. Nous avons fait une croissance à 6%. Et il faut qu'on ait une croissance à 2%. Parce que même si la crise internationale, tout le monde souffre, mais ce qui m'intéresse, c'est le peuple de Guinée. Il faut donc améliorer les conditions de vie des jeunes, emplois jeunes, améliorer les conditions de vie des femmes. Et pour cela aussi, il faut qu'on organise mieux le commerce, monsieur le ministre du Commerce. J'ai fait des enquêtes aujourd'hui. Je constate que le riz est vendu sur les conteneurs à 200 000 francs, par exemple 190 000. Comment ça veut que celui se retrouve sur le marché à 250 000? Comment ça se fait? Mais on doit organiser les femmes là. Il y a la MIFA. On doit organiser ces femmes qui vendent le riz au marché, les mettre en contact avec les importateurs. On les vend en gros à 190 000 et peuvent vendre au marché à 210 000. Il n'est pas normal qu'on vende le riz à 200 000 dans les conteneurs en ville et qu'on vende à 250 000 au marché. Voilà des réalités concrètes qui se passent. Bon, donc l'organisation du commerce est anarchique. On vend à 250 000 à Kenya, à 260 000 à Matoto, à 250 000. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un prix unifié. Donc, il faut qu'aujourd'hui, la gestion du Guinée en 2017 soit radicalement différente de ce qu'elle a été jusque-là. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde, parce que la gestion est là pour servir le peuple. Donc, tout ce qui doit contribuer à aggraver les conditions de vie des populations, on doit lutter contre. Donc, c'est une simple question d'organisation. Organisation. Donc, nous allons faire le point avec chaque ministre, département par département. Voilà pourquoi tel crédit n'a pas été consommé. Pourquoi? Parfois, c'est simplement parce qu'on n'a pas publié au journal officiel. Mais enfin, comment ça coûte qu'on dise qu'il faut publier au journal officiel?
Ça reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, uniquement parce qu'on n'a pas transféré ça, c'est publié au journal officiel. Alors on ne peut pas être satisfait, même si on a fait des programmes, on ne peut pas être satisfait par ce qui reste encore énorme. Alors, les Chinois disent que quand quelqu'un est courbé à gauche, si tu veux le redresser, il faut courber à droite. Comme l'administration est courbée à gauche, on va vous obliger à vous courber à droite, comme ça vous allez vous redresser. Ce qu'on a acquis est acquis. Ce qui est important, c'est ce qu'on n'a pas acquis. Ce que vous avez acquis, c'est un acquis. Ce qui est positif, c'est un acquis. Ce qui est important, c'est ce qui n'est pas positif. C'est qu'on doit se battre pour s'améliorer toujours davantage. Et ensuite, il n'y a pas de communication. J'ai demandé au ministre de l'Énergie pourquoi il y a coupure. Mais il y a eu l'orage, ça a abîmé. Qu'est-ce qui coûte d'informer la population pour dire il y a eu l'orage, il y a des pannes, on va retrouver les pannes d'abord. Pendant quelques jours, il y aura les pannes. Qu'est-ce qui coûte? On ne communique pas. On ne communique pas. Et on laisse les gens mentir. Quel coûte de communiquer? Il faut expliquer aux populations, quand il y a tel problème, il faut expliquer c'est tel problème, pourquoi il y a eu ce problème-là, pour que les gens comprennent. Mais les gens ne comprennent pas. Vous dites, en attendant que les DG trouvent la panne, on aura des difficultés parce qu'on ne sait pas exactement où la foudre a cassé. Mais la foudre, c'est naturel. Tout le monde sait que si la foudre casse, ce n'est pas la foudre des DG. Mais au moins qu'on informe les populations qui cherchent pourquoi il va y avoir des coupures, qui cherchent pourquoi. Et c'est la même chose pour tous les secteurs. Les femmes ont eu raison. Je ne dis pas que les femmes, malheureusement, c'est pas qu'ils aillent casser les contrats des gens, ça, qui fait des arrêts. Mais elles ont raison. On n'a pas à donner à une société commerciale chinoise de commercialiser le poisson en ville. Mais ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas. Et qui a donné? J'entends le rapport du ministre du Commerce. Qui a donné cette autorisation? Et on va sanctionner ceux qui ont donné ça. Parce que ça, c'est se foutre de l'État guinéen. On a des règles précises. Les femmes la sortent à 4 h du matin pour aller à Kenya. Parfois, les voitures les renversent. On est à un accident la dernière fois. Il y a combien de femmes qui sont mortes? Elles quittent à 4 h du matin. Et on veut maintenant amener les sociétés chinoises qui vont aller vendre. Est-ce que nous, on peut vendre combien de détails en Chine? Donc, toutes ces questions-là, on va désormais les régler. On ne va plus accepter que des gens, pour avoir des pots de vin, prennent des décisions qui sont contraires à l'intérêt du peuple de Guinée. À rappeler qu'en plus du manque à gagner économiquement, la pêche illicite a fait plus de 400 emplois directs supprimés. Dans l'actualité encore, les membres du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 étaient hier en conclave. C'était au compte de la 3e session de travail des 6 commissions techniques. Ils ont présenté les rapports des 2 semaines de réflexion. Compte rendu de la rencontre avec Mohamed Lamine Camara. Cette rencontre fait suite aux séances de réflexion des 6 commissions techniques sur l'exécution des points de l'accord politique. Les résultats issus des rapports sont présentés par chacune des commissions techniques de travail. C'était l'occasion pour notre commission de rattraper les autres en présentant un plan d'action et en présentant un document où on élaborait notre cheminement par rapport au travail qui nous attend et en même temps exprimer nos besoins. On est recommandé aussi de nous fournir des informations qui sont vraiment relatives, n'est-ce pas, à la libération des personnes arrêtées pendant les différentes manifestations organisées par l'opposition, surtout en 2013. Et donc, plus vite ces informations nous seront fournies et plus vite nous allons voir ce qu'il faut pour des questions de paix, pour des questions de cohésion, que ces personnes soient libérées. Mais retenez une chose, les crimes de sang quand même n'en font pas partie. Ces exposés ont permis de jauger les travaux du comité de suivi de l'accord politique. C'est un sentiment de satisfaction générale qui se dégage donc de cette 3e journée de nos travaux. En ce sens que nous avons noté une avancée remarquable dans l'ensemble des commissions. Et le travail d'une commission par rapport à l'exécution d'un dialogue, ce n'est pas du jour au lendemain que vous avez les résultats dans la main. C'est un travail graduel, progressif. Il faut contacter des départements parce que chacun a sa partition à jouer dans l'atteinte des objectifs de chaque point d'accord. Le comité de suivi est résolument engagé à mettre en œuvre les points de l'accord du 12 octobre 2016. Toute chose qui pourrait renforcer la décrispation du climat politique amorcé en Guinée.
En déplacement, le ministre de l'Emploi, de la Formation technique et professionnelle tente de renforcer la gouvernance locale. Récemment, dans l'arrière-pays d'Amantan, Albert Camara a invité ses services à déconcentrer, à travailler de concert pour produire des résultats escomptés. Au cours de son séjour, il a profité pour visiter certains centres de formation technique et professionnelle. Moussa Komara était sur les pas du ministre. Une visite pour s'imprégner du fonctionnement de ces services déconcentrés. Nous sommes à la Maison de l'Emploi et des compétences de Kissidougou. Le ministre de l'Emploi, de la Formation technique professionnelle et du Travail se rassure de l'opérationnalisation de cette maison 6 mois après son inauguration. À quelques mètres de là, la Caisse nationale de sécurité sociale. Ici, les cadres sont invités à produire des statistiques sur le secteur informel en vue de répondre aux attentes des travailleurs. La plupart des projets dont nous disposons nécessitent des statistiques fiables. Et malheureusement, en Guinée, le système de remontée de statistiques n'est pas toujours approprié. Et donc, ces services-là qui gèrent l'administration du travail sont chargés de nous remonter des statistiques. Donc, je les engage à aller sur le terrain, chercher les entreprises qui travaillent, mais également regarder dans le secteur informel. Et ça s'adresse également à des préfectures comme celle de Beila, où nous avons besoin d'un maximum d'informations pour orienter nos objectifs de développement, nos objectifs de formation, de qualification, avec ces renseignements qui viennent directement du terrain et donc qui ont plus qui sont beaucoup plus sûrs de répondre à nos besoins et à nos objectifs. La vulgarisation de la sécurité sociale à l'intérieur du pays est une priorité. C'est pourquoi cette agence de la Caisse nationale de sécurité sociale ont été réhabilitées pour renforcer les prestations de l'institution. On a déjà une politique de réhabilitation de nos sièges à l'intérieur. Ça a commencé, mais c'est inscrit dans un plan d'action. Donc cette année, l'année en cours, on a déjà réhabilité au moins 7 agences de l'intérieur. Et l'année qui suit aussi, cette dynamique va continuer. Après cette étape, le ministre de l'Emploi, de la Formation technique professionnelle s'est intéressé aux infrastructures scolaires. De Kindia en passant par Farana, Zérékoré et Beila, les équipements sont remis en état, mais ils restent insuffisants pour contenir les apprenants. Le besoin aujourd'hui de recrutement ne répond plus aux besoins d'accueil. Parce qu'il y a plus de jeunes aujourd'hui qui veulent venir vers l'enseignement technique pour apprendre. Mais les besoins d'accueil ne suffisent pas. Et troisième problème, c'est-à-dire c'est quoi? Il s'agit de faire un peu la modernisation, c'est-à-dire de ces écoles. Parce qu'il faut tourner, quand vous prenez autour de nous, c'est-à-dire c'est l'équipement. Mais nos écoles sont vraiment vieillissantes. Santé avec cette bonne nouvelle pour les personnes vivant avec le VIH. Pour la prise en charge des cas sévères, une infrastructure adéquate est désormais disponible dans l'enceinte de l'hôpital Donka. C'est un bâtiment R+2. Ce centre est déjà opérationnel. C'est une action de l'ONG Médecins sans frontières en collaboration avec le ministère de la Santé. Thierno Maroufba, Bernard Tonguino. L'hôpital du jour est le centre de traitement ambulatoire des personnes vivant avec le VIH-Sida. Les patients sont consultés et suivis quotidiennement. Le taux de fréquentation du centre est de 150 patients par jour. Par rapport à la demande, la prise en charge est cependant limitée. Ces cas sévères d'infection à VIH étaient hospitalisés au service de dermatologie qui n'avait qu'une capacité de 20 lits. Donc en plus, et c'est l'unique service du pays, donc pour près de 11 millions de population, 20 lits. Et donc les cas de VIH occupaient les 80 à 75% des lits. Et donc c'était devenu difficile pour nous-mêmes d'hospitaliser les cas de dermato. À côté du centre traditionnel, un nouveau bâtiment est construit pour répondre aux attentes des patients. Appelé Unité de soins, de formation et de recherche, l'infrastructure est réalisée par Médecins sans frontières Belgique. Dans cette unité, 31 lits d'hospitalisation sont installés pour le suivi des cas sévères d'infection. Un laboratoire de biologie moléculaire assure les premiers examens et des médicaments sont distribués gratuitement. MSF, Médecins sans frontières, est impliqué dans les activités de lutte contre le VIH depuis déjà de nombreuses années, depuis au moins 2003.
Et on a remarqué qu'il y avait un manque de capacité d'hospitalisation au sein du pays. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé avec le professeur Cissé et son équipe, avec les autorités, de construire ce bâtiment. Toutes les personnes qui ont participé à cette inauguration, ça fait vraiment chaud au cœur de voir un centre qui a été construit selon certaines normes, selon certains standards. Donc voir par exemple que l'équipe de garde peut voir directement les malades qui sont hospitalisés à travers une vitrine. Voir par exemple qu'il est possible pour un malade de son lit de pousser un bouton et que l'équipe de garde sache exactement quel est le malade qui a besoin d'aide, témoigne vraiment d'un processus bien réfléchi et de la réalisation d'un projet en tout cas que nous considérons comme étant un centre d'excellence pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'ONG Médecins sans frontières Belgique est présente en Guinée depuis 1984. Avec l'introduction des traitements antirétroviraux en 2003, l'ONG propose des services liés au VIH et la tuberculose. Actuellement, l'organisation apporte son soutien à près de 9000 patients atteints du VIH dans le pays. À présent, je vous amène à la découverte d'un écrivain guinéen résident à Paris en séjour actuellement à Conakry. Seydou Bokoum, c'est son nom. Il est de la génération de William Sassine et Alioune Fantouré, dont le principal thème est la désillusion. Ce roman chaîne parle de la même désillusion du monde noir. Pour le cas guinéen, l'homme s'insurge contre le fait que les Guinéens aient abandonné leur culture. Abdul Karim Kamara est allé à sa rencontre. Images et témoignages. Énième retour sur la terre de sa Guinée natale. L'homme est écrivain dans l'âme. Né en 1945 à Dinguiraye, Seydou Bokoum est diplômé en droit et en sociologie de la culture. Il est de la génération de William Sassine, Alioune Fantouré, Ahmed Tidjani Cissé et autres Souleymane Koli. Une génération dont la créativité est inspirée par le désenchantement du monde noir. L'unique roman de Bokoum, Chaîne, publié en 1974, en est une illustration. Les chaînes, c'est sans article, c'est pas la chaîne ni les chaînes, c'est chaîne. Les travailleurs qui sont dans ce roman, ils se rendent compte qu'ils sont dépossédés non seulement de leur travail, c'est-à-dire les salaires ne sont pas les mêmes, mais ils sont dépossédés de leur propre identité. Hein? C'est-à-dire que c'est des gens venus pendant les années 60. Ils viennent de Caille, de Bandiagara, de je sais pas quoi, de Canel, ils vont en France et ils sont coupés de leur culture. Cette chaîne-là, c'est une sorte d'univers, de système, de mode de vie qui est propre à des individus totalement coupés de leurs racines à la fois culturelles, économiques, sociales, morales, religieuses même. Et donc cette chaîne-là, c'est aussi une chaîne, parce que j'ai fait un retour, c'est une chaîne qui remonte l'histoire à Robespierre, qui va jusqu'aux origines, j'allais dire, de la malédiction du noir, entre guillemets. C'est à chaque fois qu'on veut se retrouver jusqu'aux désillusions. À l'indépendance, on retrouve qu'on n'est pas indépendant. Alors je dis, c'est une chaîne qui est là, qui nous travaille. Père de 2 filles, Seydou Bokoum est aussi dramaturge. À son actif, 6 pièces théâtrales, dont Dépossession. L'homme pense qu'après 60 ans d'indépendance, si les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits en Guinée, c'est parce que le schéma de base a été raté. Ce schéma, c'est la culture. L'émergence, le développement, l'espoir d'un changement, c'est la culture. Parce que la culture est l'alpha et l'oméga du développement de la vie. Pourquoi on a laissé la culture au sens fondamental du terme? Quand on comprendra ça, quand les hommes politiques vont comprendre ça, je pense qu'on va sortir du tunnel peut-être par le haut. Depuis 6 ans, Seydou Bokoum a fait valoir ses droits à la retraite après une riche carrière d'enseignant à l'université de Vincennes, devenue l'université Paris 8 Saint-Denis. La prochaine pièce de l'homme est intitulée « L'amour entre alpha et oméga ».
Une rencontre sportive pour marquer leur engagement à accompagner les autorités de douane en Guinée. Cette régie financière de l'État passe par la fraternité et le sport pour débattre des questions de dédouanement. Une démarche saluée par les populations de Dabompa. C'est dans la commune de Matoto. Reportage Thiernos Mandialo. Loin du bureau, le directeur général des douanes communie avec les jeunes et les organisations féminines de sa zone d'habitation de Kuntia à Tomboulia. Désormais, il s'engage à accroître sa partition dans le développement de cette localité de la haute banlieue de Conakry. Un engagement réitéré à l'occasion de ce match de gala organisé par les jeunes du quartier d'Abompa. Pour tout ce que ces moments font pour que d'Abompa soit propre, je voudrais d'abord les rassurer que nous allons très bientôt les envoyer des brouettes. Pour les femmes balayeuses et les veuves de Dabompa, au nom de la délégation qui m'accompagne et du président de la République, nous allons mettre à leur disposition 10 tonnes de riz. Pour la jeunesse, nous sommes avec les jeunes. J'ai déjà des promesses avec les jeunes. L'implication des fils du pays dans le développement de la Guinée ne doit pas se limiter qu'aux zones de l'intérieur du pays. À Conakry également, les hauts fonctionnaires, responsables administratifs et opérateurs économiques sont invités à s'y mettre pour favoriser l'essor des différents quartiers à travers des contributions volontaires et cultiver l'amour de la patrie et l'unité nationale. Aux jeunes de sa zone d'habitation, Général Toumani Sangaré adresse ses messages d'espoir et de paix. Nous sommes avec les femmes, nous sommes avec les jeunes, parce que le président de la République est avec les femmes, le président de la République est avec les jeunes. C'est que Dabompa a toujours été un havre de paix. Dabompa n'a jamais connu la violence. Ceci est un témoignage de l'adhésion de Dabompa à la politique du gouvernement. Le match de gala s'est soldé sur un score de 2-1 en faveur du FC Academy en jaune qui était opposé au Espoir 5 de Dabompa. La prochaine rencontre avec les jeunes et les femmes de Kuntia, Lansanaya, Dabompa et Tomboulia est annoncée comme celle de la matérialisation des promesses tenues. Enfin, ce communiqué, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'ensemble des commissaires et du personnel ont le profond regret d'annoncer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au peuple guinéen, aux institutions républicaines, aux membres du gouvernement, aux partis politiques, à la société civile, aux partenaires techniques et financiers, que les cérémonies funéraires de feu Maxime Koevogui, commissaire à la CENI, directeur département communication, se dérouleront conformément au programme ci-après. Vendredi 2 décembre 2016, 9h00, levée du corps à la morgue Ignace Dine pour le Palais du Peuple. 9h, installation des invités. 10h, 12h, exposition et symposium au Palais du Peuple. 12h, 13h, départ du cortège funèbre du Palais du Peuple pour la maison mortuaire. 13h, 15h, messe et enterrement à domicile. Le président de la CENI, Bakary Fofana. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.